Bien le bonjour à toutes et à tous, Valentin Enfant avec vous pour ce point de marché. Nous sommes le vendredi 7 septembre 2018 et aujourd'hui, nous avons un petit retour de l'aversion au risque, des nouvelles tensions concernant les relations commerciales. Comme vous avez pu le constater hier soir, nous avons eu Donald Trump qui, dans une revue du Wall Street Journal, eh bien, a priori, pourrait exercer des pressions commerciales avec le Japon dans le but de réduire le déficit les États-Unis qu'ont les États-Unis pardon avec le Japon, donc ce qui pourrait accentuer forcément la pression sur les matières premières, c'est en tout cas ce qui est le cas ce matin, mais également sur les devises donc qui sont corrélées aux matières premières et les devises émergentes. Donc nous avons encore une fois l'AUD qui sous-performe ce matin, qui même on va dire en chute, nouveau plus bas annuel de l'AUD face au yen ou face au dollar. Donc voilà, ça nous rassure un petit peu dans notre scénario baissier de l'AUD et même des devises Como comme le NZD sur du court, moyen ou long terme. Voilà, alors je salue tout de suite la salle de trading. Bonjour à vous Frédéric, j'espère que vous allez bien. Raymond, Didier, que je salue également. Edgy, bien le bonjour à vous. Brice, bonjour. Didier, alors c'en est où l'histoire des 200 milliards entre les US et la Chine? Alors, où est-ce que ça en est? C'est tout simple. Nous avons eu la fin de la période de consultation publique de l'administration de Trump. Je vous rappelle que cette administration consultait publiquement les opinions d'entreprises pendant un peu plus d'un mois, au mois d'août et jusqu'à hier avant-hier. Et donc, dorénavant, la décision, une décision pourrait être donnée par Donald Trump à tout moment, à n'importe quel moment. Ça peut être dans une minute, ça peut être demain, ça peut être dans une semaine ou dans un mois. Voilà, à n'importe quel moment, Donald Trump peut s'exprimer à ce sujet et donner bien évidemment sa décision. Alors on passe tout de suite à l'investissement légal sur les risques. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors voici le récap de l'actualité des marchés. Comme je vous l'ai dit, on a Donald Trump qui a laissé entendre un chroniqueur du Wall Street Journal qui pourrait aborder les questions commerciales avec le Japon. La Russie, concernant la Russie, on a les États-Unis, la France, l'Allemagne et le Canada qui se sont accordés avec le Royaume-Uni pour apporter leur soutien, en indiquant notamment que le gouvernement russe serait responsable de la tentative d'empoisonnement perpétrée en mars contre un ex-espion russe au Royaume-Uni. Concernant la macroéconomie australienne, nous avons l'indice australien de la performance du secteur de la construction qui a reculé à 52,8 en août contre 52 en juillet, reculant de ce fait pour la quatrième fois en 5 mois. L'activité et l'emploi se contractant modestement. Concernant les négociations de l'ALENA, nous avons les négociateurs américains et canadiens qui ont entamé jeudi une deuxième journée de pourparlers. Toujours pas d'accord trouvé. Donald Trump, qui je le rappelle, exigeait un accord vendredi dernier, ça n'a pas été le cas. En début de semaine, le marché, voilà, avait quand même un certain degré d'optimisme quant à un accord trouvé cette fois-ci cette semaine, mais nous avons un officiel canadien qui donne peu de chances qu'un accord soit trouvé d'ici ce week-end. Donc reprise potentiellement de négociations la semaine prochaine. Donc dernier jour des négociations, c'est aujourd'hui. S'il n'y a pas d'accord, ça sera la semaine prochaine. Et la macroéconomie allemande, donc hier, nous avons eu les commandes aux usines qui ont reculé de 0,9% en juillet, nettement en décalé des attentes. Et nous avons les commandes manufacturières qui sont en contraction avec 6 des 7 dernières publications, ce qui fait quand même un rythme assez élevé. C'est le rythme le plus important qui a été observé depuis 2008-2009. Marché action, nouvelle journée de baisse. Nasdaq 100 qui lead encore une fois les pertes. Je vais vous faire voir un site web notamment qui est particulièrement intéressant concernant la statistique des marchés actions. DXY qui recule davantage. On a ce matin, vous voyez le T-Note à 10 ans qui prend 2,87% et qui perd 3 points de base. Le Yen Index progresse. Le Gold est en hausse. Le Nikkei, le Hang Seng en baisse. Et concernant le calendrier macroéconomique, nous aurons quand même pas mal de statistiques attendues aujourd'hui, dont notamment le PIB de la zone euro, l'estimation finale
du deuxième trimestre, attendu à 11h à 2,2%, soit inchangé par rapport à la première estimation. Nous aurons le taux de chômage canadien 14h30, 5,9% attendu, donc une légère hausse du taux de chômage. Rien d'inquiétant, hein, c'est normal si on a des petites hausses du taux de chômage lorsqu'on est dans une tendance baissière, hein. C'est pas un taux de chômage qui descend continuellement, on a toujours des petites hausses. Rappelez-vous le taux de chômage américain qui, il y a, il me semble, 2 ou 3 mois, était passé donc de 4 à 3,8%, et le mois suivant cette baisse du taux de chômage, il était repassé à 4%. Donc c'est normal qu'on ait des petites hausses, il n'y a rien de très inquiétant. Sinon, 14h30, dans le même temps que les chiffres canadiens, nous aurons le chiffre de l'emploi américain avec le fameux NFP attendu à 195 000 créations d'emplois. Le plus important sera, comme vous le savez, le salaire horaire moyen. Salaire horaire moyen tendu en hausse à 2,7% sur un rythme annuel. Voilà. Et le taux de chômage qui est attendu en baisse, 3,8% contre 3,9% précédemment. Donc c'est surtout le salaire horaire moyen qu'il faudra surveiller. Si on a un chiffre qui correspond aux attentes, voire même est au-dessus des attentes, eh bien, nous aurons une hausse du dollar. Pourquoi? Eh bien, parce que cette hausse du salaire moyen sera synonyme de hausse de la consommation et donc de hausse de l'inflation. Voilà, donc rendez-vous 11h, 14h30. Regardez l'AUD, AUD-NZD, les deux devises COMO, les deux devises également qui sont les plus exposées au commerce avec les pays asiatiques. Il suffit de regarder un petit peu les exportations, finalement, la destination des exportations australiennes ou canadiennes. Donc, je vais vous faire voir sur ce site qui s'appelle OEC, qui est assez pratique. Donc, ici, vous pouvez chercher un pays. On va mettre l'Australie. Alors, si ça veut bien, voilà. L'Australie. Ici, les exportations, vous voyez. Alors, il y a une latence. Je ne sais pas d'où ça vient. Bon, bah au moins. Voilà, exportation. On va attendre un petit peu que ça charge. Donc, ce que je disais, c'est que la UDNZD, vous voyez, creuse leurs pertes. À l'inverse, l'euro GBP, yen, CHF, c'est en hausse. Le dollar qui reste plutôt neutre finalement, alors qu'on a un regain de tension concernant la guerre commerciale. Habituellement, qui dit guerre commerciale dit hausse du dollar, hausse du yen. Et là, on voit ce matin, on n'a pas vraiment de hausse du dollar. Donc, est-ce qu'on aurait un changement de la part de la psychologie des investisseurs? Est-ce que finalement, les investisseurs ne paieraient plus le dollar en cas de tension commerciale? Eh bien, ça sera à suivre, mais on a peut-être finalement un changement de la psychologie des investisseurs envers le dollar, qui pourrait ne plus être considéré comme une devise refuge à court terme. Là, nous avons les exportations australiennes. Voilà, on va y aller doucement, parce qu'a priori, il y a une certaine latence. Vous voyez donc export destination, donc destination des exportations. Et là, vous voyez où l'Australie exportait en 2016. La tendance est globalement le même entre 2016, 2017, 2015. Vous voyez, ça va pas être au pourcentage près, mais globalement, vous avez une idée des principaux partenaires de l'Australie. Donc, vous voyez, Chine, 33%. Donc, forcément, s'il y a une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, eh bien, l'Australie sera impactée. Le Japon, deuxième partenaire économique de l'Australie. 14% des exportations australiennes vont vers le Japon. Et ensuite, nous avons la Corée du Sud. Corée du Sud qui n'est pas encore visée officiellement par l'administration de Trump, mais rappelez-vous, en début d'année, on avait des conflits commerciaux entre les États-Unis et la Corée du Sud. Donc, après le Japon, personnellement, je pense que la Corée du Sud pourrait être une cible de Donald Trump. Il faut savoir que la Corée du Sud, c'est quand même un pays du G20. C'est pas un pays qui comment dire n'est pas comment dire qui a quand même un certain degré d'influence dans le monde économique. Voilà. Donc Corée du Sud, vous voyez, si on a la Corée du Sud, le Japon, la Chine qui sont visés par Donald Trump, on a globalement 50% du commerce australien qui est remis en question. Alors pas les 50% entièrement, parce que nous aurons toujours
quand même des échanges entre la Chine et l'Australie, même s'il y a une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, mais nous avons quand même un gros point d'interrogation sur ces exportations. Voilà, donc l'Australie qui est particulièrement exposée aux, aux pays asiatiques, on le voit. De toute façon, si on trie par continent, vous voyez, l'Australie exporte 80% vers, enfin, 80% des exportations australiennes vont en Asie. Nouvelle-Zélande, on regarde rapidement. Voilà, Nouvelle-Zélande, donc construction du graphique en cours. Ça va être pareil, hein, globalement. Donc, vous voyez, bon, l'Australie, forcément, qui est un important partenaire de Nouvelle-Zélande, mais vous voyez, Asie, 50%. 50%. Donc, qui dit guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, ou même maintenant États-Unis-Japon, dit forcément l'AUD et le NZD sous pression. Voilà, donc c'est pour ça que ce matin, l'AUD ou le NZD recule. C'est parce que nous avons vraiment une guerre commerciale qui fait pression du côté des matières premières ou du côté des pays asiatiques sur le dollar australien. Et vous voyez, dollar australien index, nouveau plus bas. Là, nous sommes bien sur l'index, hein, je rappelle. La une des index plus bas depuis, vous voyez, 2016 finalement, juin 2016. Donc ça fait plus bas de 2 ans. Et la tendance, vous voyez sur du journalier, elle est indiscutablement baissière. Prix sous moyenne mobile à 200 jours, prix sous le nuage d'Ishimoku, il n'y a pas de raison de payer le dollar australien pour le moment. Voilà. Maintenant, comme je l'ai dit hier, c'est pas forcément le meilleur moment pour rentrer à la vente sur l'AUD. Personnellement, je préférerais attendre un retour, vous voyez, de cet indice entre ces moyennes mobiles à 20 et 50 jours qui sont en grise ici, vous voyez. Donc un retour dans cette zone, voire même le mieux c'est au nuage, comme vous voyez ici, comme vous voyez ici. Donc un petit retour au-dessus du nuage, ça serait excellent pour passer à la vente. Tant que le prix se situe sous cet oblique en bleu, cet oblique en bleu qui matérialise le début de la pression du dollar australien en raison de la guerre commerciale, vous voyez, c'est depuis le début de l'année finalement. Donc cette oblique matérialise les tensions, les incertitudes sur les relations, sur le commerce finalement chinois. Donc si on a un dépassement de cette oblique, dans ce cas-là, on pourrait avoir un changement de stratégie et dans ce cas passer vraiment à l'achat sur la UD. Mais tant que le cours, tant que cet index se situe sous cet oblique en bleu, toute résistance importante peut être une opportunité pour se positionner à la vente. Voilà. Donc AUD, personnellement, voilà, vous connaissez mon opinion depuis plusieurs semaines, baissier face au yen surtout et face à l'euro. Donc euro AUD, on le voit, l'objectif 1,62 a été enfin atteint donc cette nuit à la suite encore une fois de l'article du Wall Street Journal qui indique que Donald Trump pourrait s'en prendre au Japon d'un point de vue commercial. Donc voilà, nous avons l'euro UD en hausse. Je rappelle, le prochain objectif après les 1,62, c'est bien les 1,6588. 1,6588 qui est le plus haut depuis 2016, me semble-t-il. Voilà, donc haussier sur l'euro UD, honnêtement, là pour le coup, c'était vraiment une bonne stratégie qu'on a eu grâce à la banque de Keltner, je vous rappelle, mardi, puisqu'on avait eu la clôture au-dessus de la banque de Keltner et on a vu un croisement du stochastique. Donc on avait eu vraiment, vous voyez ici, c'était pardon ici, un bon signal haussier, avec également les clôtures au-dessus des moyennes mobiles à 20, 50, 100, 200 jours. Voilà, donc haussier euro UD, pareil, NZD sous pression, hein, donc l'euro NZD, c'est bullish également, c'est bullish. Bon, l'objectif a été de loin atteint, je m'attendais pas à une hausse de l'euro NZD aussi, de façon aussi importante. On est au R1 mensuel, il va avoir probablement une petite prise de bénéfice. Nous sommes au R1 mensuel et au R2 hebdomadaire. Donc il y aura très probablement quelques prises de bénéfices, comme ce qu'on a eu finalement mercredi. Oui, mercredi, on a eu un test du R2 et finalement un petit repli. Donc là, on voit que le cours est inscrit finalement entre le R1 hebdomadaire et le R2. On a une consolidation depuis mercredi. Mais donc voilà, la résistance à court terme, R2 hebdomadaire, mais dans le fond,
l'euro NZD ira très probablement chercher le R2 mensuel. Quel seuil d'invalidation pour une stratégie d'achat euro? Tout simplement les 1,15 sur l'euro dollar. Tant que l'euro dollar se situe au-dessus de 1,15, l'euro, les stratégies acheteuses sur l'euro sont à privilégier. Voilà. Si on passe en dessous de 1,15, dans ce cas-là, on aura une nette sous-performance de l'euro et ça sera une devise à vendre face à des devises bien comme le dollar ou comme le yen. Mais tant que l'euro dollar se situe au-dessus d'un 15, honnêtement, l'euro se paye très bien. Voilà. Et en parlant de l'euro dollar, lundi matin, dans mon webinaire et dans mon article, premier article, je suggérais l'achat du pivot mensuel et vous voyez, on a un beau rebond sur le pivot. Donc là, encore une fois, on a eu pas mal de chance au niveau timing. Et voilà, le premier objectif de swing trading, c'est retour à 1,1733. À court terme, en intraday, en fait, tout va dépendre, 1, du PIB de la zone euro et 2, du rapport de l'emploi américain. Donc, c'est très compliqué de vous donner une target en intraday parce que ça va beaucoup dépendre des chiffres macroéconomiques. Mais ce que je peux vous donner, c'est des bornes. Les bornes, c'est le pivot mensuel ou le R1 hebdomadaire. Ça pourrait être assez volatile vu ce qu'on a d'un point de vue macro aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je choisis des bornes assez larges. Pas parce que je pense que, enfin, pas pour que je sois protégé dans le sens que voilà, le prix va être contenu dans ces bornes, mais parce que je pense réellement que l'une de ces deux bornes peut être atteinte selon les chiffres macroéconomiques. Si on a un mauvais PIB européen, enfin un PIB européen qui déçoit et des très bons chiffres de l'emploi américain, ce qui est fortement possible, puisque je vous rappelle, le mois dernier en août, le rapport de l'emploi était plutôt, on va dire, décevant. Il était plutôt décevant. Donc voilà, honnêtement, c'est possible qu'on ait un bon, voire même très bon, de très bons chiffres de l'emploi américain aujourd'hui, et donc forcément une baisse de l'eurodoll. Donc voilà, ça me semble possible qu'on vienne chercher les 1,1533 si on a un très bon chiffre de l'emploi américain. Alors, Edgy qui me dit, vous pouvez nous montrer votre site avec la France? Oui, bien évidemment. Bon, ça va pas très être intéressant d'un point de vue trading, hein. Mais bon, ça peut être intéressant d'un point de vue, voilà, juste pour la culture, hein, pour connaître un petit peu les échanges, enfin les principaux partenaires. Alors le principal, il me semble, c'est l'Allemagne, suivi par le Royaume-Uni, les États-Unis, hein, il me semble. Voilà, Allemagne, Belgique, Luxembourg, Italie, Royaume-Uni. Vous voyez les pays là, concrètement, l'Union européenne, hein, l'Union européenne, États-Unis 8,1, Chine 3,7. Ouais, donc si on raisonne par continent, l'Europe 63%. Ce qui veut dire que la France n'a pas une grande exposition, on va dire, en dehors de l'Europe. Alors que si vous regardez l'Allemagne exporte ses voitures partout dans le monde et surtout, pardon, les États-Unis et la Chine sont des importants clients de l'Allemagne. Et si vous regardez un petit peu les exportations allemandes, eh bien, l'Allemagne est beaucoup plus exposée aux relations, aux pays vraiment en dehors de l'Europe. Donc, nous avons les États-Unis 9%, la Chine 6,7%. Donc, l'Allemagne qui exporte 2 fois plus vers la Chine en termes de pourcentage relatif, hein, par rapport à la balance commerciale totale que la France le fait. Bon, par contre, il semblerait qu'en pourcentage, nous avons à peu près les mêmes choses, donc 65. Finalement, on a à peu près la même chose, hein. Donc voilà. C'est pour ça que finalement, hein, les actifs de la zone euro, même s'il y a des barrières commerciales sur les voitures européennes, vous voyez que c'est assez limité, hein. Finalement, vous voyez les exportations allemandes vers les États-Unis, c'est 9% de la balance commerciale totale. Et dans les 9%, à mon avis, il n'y a pas que les voitures. Il me semble les exportations de voitures allemandes vers les États-Unis, c'est de l'ordre de, alors il me semble 50 milliards de dollars, 50, quelque chose comme cela. Donc vous voyez, finalement, c'est pas non plus énorme. Comparé à ce que, par rapport à l'impact entre les États-Unis et la Chine, l'impact sur les actifs européens sera, je pense, beaucoup plus limité, bien que ce soit tout de même inquiétant.
Voilà. Voilà, donc euro-dollar. J'ai deux bandes que je surveille en intraday. Le pivot mensuel qui correspond également au S1 hebdomadaire finalement. S1 hebdomadaire et R1 hebdomadaire. Si on a un très bon NFP, on vient chercher le S1. Si on a un mauvais ou un décevant plutôt NFP, alors quand je dis NFP, pardon, c'est chiffre de l'emploi, avec surtout le salaire horaire moyen. Si on a un décevant chiffre du salaire horaire moyen, on ira chercher le R1 hebdomadaire. Voilà. Mais dans l'idée, de toute façon, pour la semaine prochaine, hein, le but c'est que l'euro-dollar, pardon, aille rechercher son récent sommet à 1,1733. Le GBP, on regarde notre GBP index rapidement, qui continue d'émettre des signaux aussi assez intéressants. Toutefois, il ne dépasse toujours pas cette oblique baissière. Cette oblique baissière qui vient chercher les plus hauts. Vous voyez, depuis le retracement qui a débuté fin avril. Fin avril, donc si on a un dépassement de cette oblique, ça sera un signal haussier. Si on a un dépassement du nuage, c'est-à-dire de la span B à 1, vous voyez 51, donc ça fait pas de toute façon, ça sert à rien de faire attention à ce prix puisqu'il n'est pas tradable cet indice, hein. C'est simplement un indicateur finalement. Mais donc, vous voyez, si on a un dépassement de cette oblique, si on a un dépassement du nuage, eh bien, ça serait deux signaux aussi importants qui suggéreraient l'achat de la livre sur du moyen terme. Je pense qu'on est proche du point bas, mais d'un point de vue trading, on n'a pas encore le timing. Donc, c'est pour ça que je ne privilégie pas encore l'achat du GBP. C'est pour ça que je ne donne pas de signaux haussiers, enfin de stratégie haussière sur le GBP. Mais je pense que voilà, on est sur un niveau de timing assez important. Soit on a un avalement baissier et dans ce cas-là, stratégies acheteuses du GBP seront reportées dans plusieurs semaines, ou soit aujourd'hui ou début de semaine prochaine, nous aurons le signal haussier grâce à la cassure de cette oblique et dans ce cas-là, on pourra acheter le GBP face, vous savez, à l'AUD, au NZD, ou même face au dollar, puisque regardez le dollar, bien qu'il rebondisse légèrement ce matin, vous voyez qu'il est sous résistance. Sa perspective de hausse du dollar, elle est extrêmement limitée par rapport à la perspective baissière. Donc, moi, le dollar, c'est également une devise, comme vous le savez, qui m'intéresse à shorter. Voilà, donc, par conséquent, là, en intraday, donner des objectifs sur les paires majeures, puisque paire majeure, hein, qui dit paire majeure dit dollar US, ça me semble assez compliqué vu que ça va être assez volatile et ça va dépendre en fait du rapport de l'emploi. Donc voilà. Moi personnellement, je suis plutôt optimiste sur ce rapport de l'emploi puisque le mois dernier, il a été plutôt décevant. Donc je m'attends à une bonne surprise. Voilà, maintenant ça c'est vraiment une conviction, hein, c'est de la spéculation. Donc il y a pas de, on peut pas se baser sur ce sentiment pour trader. Mais mais voilà, donc les paires majeures, je ne vais pas y venir. Je ne vais pas vous donner de stratégie aujourd'hui. Mais par contre, voilà, vous l'aurez compris, Euro AUD, achat, Euro NZD, achat. Ou sinon, on peut changer l'euro par le yen et donc vendre de l'AUD yen ou vendre du NZD yen. Vous voyez, l'AUD yen, on en avait parlé hier. On avait parlé d'un retour au récent plus bas et ça a été atteint. Vous voyez, ça a été atteint finalement cette nuit grâce, je rappelle, au fait que Donald Trump laisse entendre de possibles tensions commerciales avec le Japon. Et donc voilà, on a même d'un point de vue swing trading un signal baissier. Range, breakout. Breakout de ce range de court terme. Ce range depuis le début de la semaine, vous voyez. Breakout, S1 hebdomadaire. Donc là, on vient chercher finalement le S1 mensuel. Retour à 78, 67 pour la UD yen. Voilà. Et dans l'optique, hein, honnêtement, si vous êtes à la vente sur la UD yen, on peut clairement étendre les stratégies, c'est-à-dire que 78-67, c'est un objectif, mais on peut clairement anticiper le S2 mensuel, voire même beaucoup plus bas. En fait, tant que cet AUD index est sous son nuage et sous cette oblique, finalement, les stratégies vendeuses de l'AUD, que ce soit face à l'euro ou face au yen, on peut les maintenir. Moi, je donne des objectifs à 1,62 pour l'euro AUD, par exemple, 1,65 pour le prochain objectif. Mais ça, c'est des objectifs, on va dire, intermédiaires. Tant que l'AUD reste sous cette oblique en bleu, finalement, les stratégies, par exemple, la stratégie acheteuse euro AUD, stratégie vendeuse AUD yen, peuvent être gardées, peuvent être ouvertes. Et c'est que si on a l'AUD qui clôture au-dessus de cette oblique, ou alors si l'euro et le yen d'un jour, enfin,
à un moment se renverse clairement à la baisse, là, oui, on pourra clôturer l'euro UD et on pourra clôturer la position vendeuse de la UD yen. Mais encore une fois, tant que la UD est sous ce nuage Ishimoku et sous cet oblique en bleu, il n'y a pas vraiment de raison de clôturer finalement les positions vendeuses de la UD. Pareil pour le NZD. Vous voyez NZD sous son nuage, en bas de ce canal. En bas de ce canal, il y a une probabilité de rebond entre guillemets, hein, parce que les rebonds, c'est plutôt de la contre-tendance, donc c'est des retracements, vous voyez, assez légers. Hein. C'est pas vraiment un retour en haut du canal. Mais par contre, plus on est en bas du canal, plus on va dire qu'il y a une probabilité de consolidation qui se renforce. Mais de là à mettre en place la stratégie acheteuse sur le NZD, c'est beaucoup trop risqué. Vous voyez qu'en termes depuis le début de l'année, il y a beaucoup plus souvent des périodes de baisse que de hausse. Donc acheter le NZD dans une tendance baissière, et que ce soit le NZD ou un autre actif, dans une tendance baissière, on n'achète pas les pullbacks. En fait, on attend la fin du pullback pour se repositionner dans le sens de la tendance. Donc voilà, NZD, pardon, je m'éloigne du sujet, mais tant qu'il est en dessous de ce nuage et dans ce canal baissier, pareil, les stratégies vendeuses, que ce soit via l'euro ou via le yen, eh bien, peuvent être maintenues. Donc voilà, AUD yen, excusez-moi, mais les prochains supports que je surveille, c'est des supports importants parce qu'il y a vraiment un momentum baissier important sur l'AUD et le NZD. Donc c'est pas le S1 hebdomadaire ou le S2 hebdomadaire qui devrait faire barrage de façon assez importante. Alors c'est possible en intraday, mais voilà, c'est pas quelque chose qui va faire barrage sur du swing trading ou du moyen terme. Donc pour du swing moyen terme, honnêtement, c'est les pivots mensuels qu'il faut surveiller, S1 et S2. S1 et S2. On vient chercher le NZD yen, même topo hein, que sur l'AUD yen, c'est-à-dire baissier. On a même un breakout, pareil, vous voyez, plus bas de la semaine, le breakout. Donc là, on vient chercher le plus bas finalement du mois d'août. Plus bas du mois d'août vers 72,36 finalement au S2 hebdomadaire. Donc à court terme, NZD USD, retour au pivot hebdomadaire. Si vous voulez une stratégie intraday, eh bien ça me semble possible de shorter cette paire. Stop au-dessus du précédent plus haut, ça fait 18 pips de risque. S2 hebdomadaire 46, 18,46, ça fait un ratio supérieur à 2. Ça fait du 2,5 de tête, 2,3 pardon. Donc voilà, stratégie vendeuse, short à court terme, potentiellement intéressante. Mais vraiment l'opportunité sur le NZD yen, elle se situe sur du moyen terme. Moyen terme, dans l'idée, on peut venir clairement chercher le S2 mensuel, hein, voire même beaucoup plus bas. Regardez sur de l'hebdo, ça me semble assez logique que vous voyez le NZD yen dépasse cette zone et même vienne chercher ce plus bas du 20 juin 2016 qui était à 70 hein, à peu près. Donc voilà, vente du NZD, vente de l'AUD, achat de l'euro, achat du yen, achat de l'euro tant que l'euro dollar est à 1,15. Le yen, regardez, il fait quand même de plus en plus pression sur le dollar. L'USD yen qui est sous 111 à nouveau. Si vous regardez sur du journalier, vous voyez, on a le dollar qui finalement n'a pas inscrit de nouveau plus haut face au yen depuis la mi-juillet. Hein. Donc voilà, le yen qui arrive à faire clairement pression sur le dollar et ça pourrait être un trade intéressant. Si par exemple on a la clôture sous 110 et que notre dollar index, on va dire reclôture sous son oblique et même mieux passe sous son nuage d'Ichimoku, alors l'USD yen, ce sera stratégie short jusqu'à 105. D'ailleurs, au niveau des prix actuels, si on a un retour, vous voyez, à 111, à ce pivot, hein, comme je l'avais annoncé il y a plusieurs semaines, hein, il y a plusieurs semaines, même il me semble depuis la deuxième quinzaine d'août, tous les pullbacks vers les 112 me semblaient intéressants. Donc, vous voyez là, 111,86, 111,86, 111,50, tout retour vers cette zone de prix, hein, c'est signal short. C'est un bon prix pour shorter l'USD yen. Parce que encore une fois, tant que cette USD index est en dessous de cette oblique, n'a pas clôturé un chandelier hebdomadaire au-dessus de cette oblique en rouge, la perspective est beaucoup plus tournée à la baisse
qu'à la hausse. Vous voyez que là, le potentiel haussier, il est plutôt limité, alors que le potentiel baissier, on a clairement nous avons une autoroute devant nous. Donc voilà, clairement l'USD, bien qu'il soit haussier, est de plus en plus sous pression. D'ailleurs, on voit, on a un sommet qui n'a pas confirmé le précédent. On n'a pas de sommet de plus en plus haut à court terme. Donc voilà, il manque plus finalement qu'un creux, que le creux de l'USD Index soit inférieur à celui de la fin août, et on aurait des sommets et des creux de plus en plus bas, ce qui indique une tendance baissière. Voilà, donc USD Yen, tout pullback au-dessus de 111 me semble un niveau de prix attractif à shorter pour du moyen terme. Pour du moyen terme, mettre un stop au-dessus du récent sommet et viser dans l'idée, je dis bien dans l'idée, 108 voire même 105. Je passe sur les matières premières avec l'or qui repasse sous les 1200 $, en intraday. Vous voyez, l'objectif à 1204 a été atteint hier, l'objectif de court terme que j'avais annoncé mercredi depuis 1195 $. Donc 11 d'or, perspective haussière, puisque j'ai une perspective baissière pour le dollar, forcément l'once d'or devrait rebondir, et je m'attends à terme un retour à 1238. Je pense que vous l'aurez compris, sur le Forex, je suis baissier sur la UD, sur la NZD et dorénavant sur le dollar USD. Et à l'inverse, je suis haussier sur l'euro et le yen. Donc en fait, avec ces informations-là, c'est facile de savoir mes perspectives, c'est-à-dire que je suis haussier sur l'or, je suis également haussier du coup sur l'argent, et voilà. Donc or, je m'attends dans l'idée à un retour à 1240, voire même 1262. Donc tout retour en dessous des 1200 $ me semble être un niveau de prix attractif, comme je l'ai annoncé en début de semaine, ou même avant de partir, donc c'était vers le 20 août, un stop sous le récent plus bas peut être utilisé. Vous voyez par exemple au niveau du prix actuel, si on met un stop rien qu'au niveau de ce plus bas, ça fait 11 $ de risque. Si on vient viser les 1236, 37, donc voilà, 37,57, 11 pour 37. Même avec le spread, même en comptant le spread, vous avez un ratio de rendement supérieur à 3. Donc c'est à vous de voir. Est-ce que votre analyse vous suggère l'achat, ou est-ce que vous placeriez votre stop? Voilà, faut répondre à toutes ces questions. Mais moi personnellement, je trouve que le niveau de prix en dessous de 1200 $ est attractif à l'achat. Voilà, donc d'ailleurs même on va l'inscrire. Donc prix actuel 1236. Alors, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Pouvez-vous parler de l'euro-yen, nous demande Frédéric. Alors, je vais y venir juste après les matières premières. Je vais passer au pétrole, pardon, et ensuite je reviendrai au Forex. Maintenant que Trump a rajouté le Japon à sa longue liste, il reste quoi comme pays qui pourrait attaquer? Donc la Corée du Sud. Corée du Sud, c'est je pense, c'est finalement le prochain pays susceptible d'être attaqué par Trump. Alors le Japon n'est pas encore attaqué officiellement. Donald Trump a juste indiqué que voilà, il pourrait s'en prendre au Japon prochainement. Toutefois, il n'y a pas de guerre commerciale officielle. On sait qu'il y a des fortes tensions entre les États-Unis et le Canada. Il y a des fortes tensions entre les États-Unis et la Chine. Il y a des tensions de plus en plus importantes entre les États-Unis et l'Europe, mais il n'y a pas encore de tensions à proprement dit commerciales entre les États-Unis et le Japon. Voilà, donc je passe au pétrole. Pétrole, vous voyez, sous pression. On a une analyse technique plutôt claire en début de semaine, avec notamment le repli du Brent sous ce canal baissier. Et vous voyez avec un chandelier qui fait penser à une shooting star. On peut pas dire que c'est une shooting star parce qu'on n'a pas eu le gap, on n'a pas eu le prix de clôture au-dessus du prix de clôture de la veille. Mais quoique si on peut parler d'une shooting star parce qu'on a eu le gap entre prix de clôture et prix d'ouverture. On peut parler d'une shooting star sous résistance. Voilà, c'est clairement un signal baissier. C'est clairement un signal baissier et on peut s'attendre à un retour en bas de ce canal puisqu'on a un début de tendance baissière. On a des creux et des sommets de plus en plus bas. Donc, retour dans un premier temps à la moyenne mobile à 200 jours. Donc, perspective baissière à court terme
pour les prochaines séances sur le Brent, mais également sur le Brut, parce que le Brut confirme l'analyse avec on n'a pas de shooting star parce que cette fois-ci on n'a pas de gap, mais on a un chandelier qui est globalement identique, c'est-à-dire un prix de clôture. Alors déjà, on a eu un rallye aussi en intraday, et finalement, on a une clôture proche du plus bas de la journée, ce qui est un signal extrêmement négatif. Ça veut dire qu'il y a eu vraiment un changement de la psychologie d'investisseurs pendant cette journée du cette journée du 4 septembre. Cette journée du 4 septembre, début de journée, c'était positif, et finalement, la psychologie est passée négative sur les cours de pétrole. Et en plus de cela, c'était sous le seuil symbolique des 70 dollars le baril WTI. Donc là, c'est pareil. Objectif baissier jusqu'à la moyenne mobile à 200 jours. Les indices, on voit qu'ils sont plutôt en légère baisse ce matin. Le DAX, est-ce qu'il a dépassé les 12 000? La réponse dans un petit instant. Donc voilà, 12 000 dollars. 12 000 dollars. Hier matin, je privilégiais l'achat sur les 12 000 puisqu'il semblait qu'on avait un seuil assez, un nombre d'acheteurs important. On voyait que ça tenait assez bien, que l'achat finalement n'a pas été de longue durée, mais voilà, on est quand même revenu proche des 12 102. C'était l'objectif, ça n'a pas été atteint, c'est dommage, c'est dommage. On a eu ce rebond, et là, ce que nous indique cette clôture sous les 12 000 dans la même journée que le cours teste seuil, indique qu'il n'y a pas suffisamment d'acheteurs. S'il y avait beaucoup d'acheteurs, les 12 000 auraient tenu au moins une journée entière. Là, on voit que les 12 000 n'ont même pas tenu une journée. En fin de séance, finalement, le DAX a baissé sous ce seuil. Et là, on se retrouve sous les 12 000 points. Donc finalement, les 12 000, c'est pas un seuil de support important. Donc il va falloir attendre que nous ayons davantage de confirmation. Toutefois, on voit que la bande de Bollinger, avec cette moyenne mobile à 5 périodes, bien le prix se situe, il est à 2, ce qui veut dire qu'il est à 2% au-dessus de la bande inférieure de sa bande de Bollinger. Donc on a un prix qui rebondit. Et donc on pourrait avoir un rebond. Moi, c'est ce que je m'attends. En tout cas, vous savez que d'ici les prochaines séances, lorsqu'on a une volatilité aussi importante, lorsqu'on a une chute aussi importante, on a généralement un rebond qui se fait après quelques séances. Vous voyez ici, forte volatilité avec une baisse, petite consolidation, un petit bottom en fait qui se crée, et ensuite le rebond. Pareil ici, la baisse violente, le rebond, la baisse, le rebond, la baisse, le rebond. Donc là, on a eu une baisse importante. Je m'attends à un bottom qui se crée vers les 12 000 points. Et ensuite, on peut s'attendre clairement à un retracement de, on va dire, au moins 38% de cette tendance baissière. Voilà, donc en intraday, DAX plutôt. Alors, je pense que le risque se tourne plutôt à la baisse compte tenu des tensions commerciales. Donc l'achat devrait être assez limité, clairement jusqu'à 12 000 points, mais pas plus haut. Pas plus haut que les 12 000 points, parce que 12 000 points au niveau de résistance. Donc voilà. En tout cas, si on a un retour à 12 000 en intraday, ça pourrait être l'opportunité de le shorter. Je dis bien en intraday. Le CAC, 5264 points. Donc on est passé sous les 5003. Vous savez que 5003, c'est un pivot important pour le CAC 40. Toutefois, on est toujours au-dessus des plus bas de juillet. Les plus bas de juillet, c'est 5250 pour le CAC. Pour le DAX, c'est les 12 000 points. Donc le DAX, on passe sous les plus bas de juillet, mais pas le CAC. Donc, on n'a pas encore, vous voyez, le vrai signal de breakout sur le DAX 30. Le DAX 30, c'est compliqué de le shorter en dessous des 12 000 tant qu'on n'a pas le CAC qui clôture sous les 5 250. Tant que le CAC se situe au-dessus de 5 250, eh bien le DAX ne devrait pas être sous pression. Donc voilà. Faut clairement attendre un breakout du CAC et du DAX pour voilà, shorter le DAX sous les 12 000 ou shorter le CAC sous les 5 250. Donc là, vous voyez, le CAC rebondit sur les 5 250. Support quand même important. Hein, si je vais le tracer, vous voyez, c'est ce support. Hein. Donc il n'est pas c'est pas un support qu'on découvre aujourd'hui.
Et donc le rebond, il pourrait se faire à court terme à 5003. Maintenant, si demain, on a le DAX qui est sous 12 000 et le CAC qui clôture sous 5250, la perspective sera baissière jusqu'en bas du canal. Jusqu'en bas du canal, donc le S2 mensuel, vous voyez ce bas du canal dans lequel il évolue depuis août 2017, donc depuis finalement un an. Depuis finalement un an, donc ce sera l'objectif, retour vers les 5150 à peu près. Et pour l'Eurostock 50, l'Eurostock 50, c'est les 3003 qui sont à tenir. On voit qu'on est dessus, hein. On est vraiment dessus. Donc pareil, si l'Eurostoxx casse les 3003, c'est baissier jusqu'à 3261. Donc en fait le plus bas, vous voyez, de l'année. Et on ira chercher probablement le plus bas de 2017. Oui, plus bas de 2017, 3200, 3214. Ouais, donc là, on teste l'Eurostoxx, il teste les 3003. Si cassure, on vient chercher les 3261. Et vous voyez que c'est pareil, hein. L'Eurostoxx, 3,38%. Hier, on était sous la barre des 0,8, ce qui veut dire que le cours était en dessous de ces bandes des Bollinger. La moyenne mobile à 5 périodes du cours, de ce disparity, pardon, est à 5,99, ce qui est quand même assez bas, vous voyez. Et à chaque fois qu'on a eu finalement cette moyenne mobile sous 20, eh bien, vous voyez que le rebond n'a pas été vraiment très loin. Donc voilà. En fait, finalement, ce que nous indiquent ces bornes, c'est comme le RSI ou le stochastique, c'est des bornes de surachat ou de survente. Dès qu'on a cette bande en noir, ce disparity qui est en dessous de 20, et même en dessous de 0, c'est encore pire, mais en dessous de 20, on peut dire qu'on est en survente. Et lorsqu'on a cette moyenne mobile à 5 périodes qui est sous 20, ça rajoute un poids dans l'excès. Donc là, on a du surachat, là, nous avons du survente. Donc on a l'Eurostoxx survendu, le CAC survendu, le DAX survendu. Donc on est, je pense, d'un point de vue swing trading, la semaine prochaine, c'est pas impossible qu'on ait un rebond. Plutôt voir DAX et Nasdaq en 4 heures, s'il vous plaît, merci d'avance. Alors bien sûr, DAX, Nasdaq, ensuite je reviens sur le Forex et les matières premières, parce que je vois que j'ai des questions. Alors, DAX, pardon. DAX, donc retour à 12 000 à court terme, hein. Retour à 12 000, puisque le CAC est au-dessus des 5 250 et que l'Eurostoxx est au-dessus des 3 003. Donc c'est pas parce qu'on a le breakout des 12 000 qu'il faut shorter tout de suite le DAX. Donc voilà. DAX, retour à 12 000 à court terme, voire même, hein, finalement à court terme, le S1 mensuel. En fait, tant que le CAC, je rappelle, est au-dessus des 5 250, honnêtement, le DAX se paye. Le DAX se paye très bien. Maintenant, si demain on a le breakout du CAC en dessous des 5 250, eh bien là, il faudra annuler stratégie acheteuse sur le DAX. Clairement, il faudra avoir des perspectives baissières à court terme. Mais tant que le CAC est au-dessus de 5 250, à court terme, je privilégie la perspective haussière. Voilà, donc pour le CAC 40, pour le DAX, le Nasdaq, 7000, il y a 448. Alors, important, on a eu un signal sur un signal avec la volatilité entre le S&P et le VIX hier. Alerte, vous voyez, le 6 septembre, donc c'était hier. Hier, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement en fait une corrélation entre le VIX et le S&P 500 qui est devenue positive. Ce qui veut dire que on a un signal baissier sur le S&P parce que normalement, on sait que le VIX et le S&P sont corrélés négativement. Donc, si on a une hausse du VIX et qu'on a une corrélation qui devient positive, c'est pas bon pour le S&P et pour finalement les marchés américains. Donc voilà, retracement, c'est peut-être un grand mot dans ce contexte de tendance haussière importante, mais voilà, Nasdaq, on peut avoir encore une baisse, hein. Une baisse. Alors il y a un site que je voulais vous partager, un site qui s'appelle Index Indicator, voilà, Indicators. Oui, c'est très intéressant. Et donc, nous allons mettre
Nasdaq ici, Nasdaq 100, donc vous choisissez le graphique qui sera affiché. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est... Ah pardon, il faut aller dans mouvement ici. Movement, pas dans brief. Donc dans mouvement, vous recliquez sur Nasdaq 100. Et ici, vous cliquez sur Nasdaq Consecutive Up-Down Days. En fait, c'est le ratio finalement entre les journées haussières et les journées baissières. On va se mettre sur 3 années. On va cliquer sur Chart. Et nous allons voir en fait une moyenne. Enfin, oui, une moyenne. Et avec des standards déviations, donc des écarts types, pardon. Et donc, vous voyez que quand on a une standard déviation, c'est 1,98. Donc, en fait, c'est 2. C'est-à-dire que quand on a 2 baisses consécutives, on a statistiquement une hausse, vous voyez, importante. Enfin, on a un rebond du Nasdaq. On a un rebond du Nasdaq. Et plus, en fait, on va dans l'extrême, et plus il y a de chance, finalement, qu'on ait ce rebond. Vous voyez, par exemple, lorsqu'on avait eu le flash crash, on avait eu entre la 1 SD et la 2 SD. Mais donc là, on voit quand même sur ces ratios en vert que déjà la première déviation fait office de support, ce qui est normal, hein, ce qui est tout à fait normal. Hein, c'est le principe même d'un écart type. Hein. Donc là, on est dans une phase qui, on va dire, ces 3 dernières années, offre une opportunité de rebond statistiquement. Regardez sur une année, c'est peut-être un petit peu plus clair. Vous voyez que le 1 SD, donc pour le coup, il a changé puisque le calcul se fait que sur une année, non pas sur 3. C'est un ratio de 1,68. Et là, vous voyez, 1,68, ce fut un niveau de support sur la dernière année. Hein. Vous voyez, on est même plus bas de 1,68. Finalement, ce ratio, il est un plus bas. C'est le 3e point le plus bas en une année. On a eu un plus bas qui a été fait, vous voyez, en février. On a eu plus bas qui a été fait entre avril et mai. Mais depuis, là, on est clairement au plus bas. Donc, on a un potentiel rebond assez important pour le Nasdaq. Pour le Nasdaq, je dis bien. Donc, voilà, on ne faut pas non plus s'attendre à, comment dire, un repli trop important. Donc là, on va chercher clairement un support. Au vu de cette statistique, on vient clairement chercher un support. Donc le S1 mensuel, par exemple, 7350, ça se paye. Ça se paye dans ce contexte où le Nasdaq retrace quelques séances, statistiquement, on le voit. Première SD sur les 3 dernières années, c'est 2 séances consécutives de baisse, offre une probabilité de rebond dominante, clairement dominante. Donc voilà, là on a fait 2 séances de baisse sur le Nasdaq, journalier. Regardez, on se met sur du journalier. Journalier, 2 séances consécutives de baisse. Probabilité de rebond, du coup, qui est accrue. Maintenant, il y a quelque chose qui m'inquiète dans cette stratégie de court terme, c'est le fait qu'on ait un VIX qui corrélé dorénavant positivement avec le S&P 500. Généralement, quand on a ce genre de situation, on a un S&P qui est en baisse. Et si le S&P est en baisse, on aura très probablement le Nasdaq qui sera également en baisse. Donc, c'est possible d'acheter le Nasdaq à l'ouverture du marché américain, mais ne mettez pas un stop trop serré au vu de cette information. En tout cas, l'objectif sera un retour au récent sommet historique. C'est les 7000, à peu près, vous voyez, 7700 concrètement. Donc, si vous achetez maintenant, si vous achetez, vous voyez, le S1 mensuel, peu importe, ou la moyenne mobile, vous voyez, en vert, qui est la moyenne mobile à 50 périodes, c'est possible. Ne mettez pas non plus un stop trop serré, parce que le S&P a, à court terme, une perspective baissière au vu de la corrélation entre le VIX et le S&P qui devient positif. Voilà, et donc je reviens sur le forex, je réponds à vos questions. On m'a demandé l'euro-yen. L'euro-yen, bon, l'euro et le yen, c'est 2 devises dont j'ai une perspective haussière quand même assez importante, donc c'est pas une paire qui va m'intéresser, parce que s'il y a 2 devises qui surperforment, finalement la combinaison des deux, c'est généralement un range. Ou pareil, pour 2 devises qui sous-performent, c'est pas très intéressant. Néanmoins, techniquement, on voit qu'on a le pivot mensuel qui tient, qui a été testé 2 fois depuis le début du mois. On a également cette moyenne mobile à 20 périodes, donc ça c'est perspective haussière, jusqu'à cet oblique en rouge qui a fait office de résistance, vous voyez. Donc on a cet oblique qui est tracé, on a le point de contact ici. Donc euro-yen, stratégie haussière en fait jusqu'à 130.
Mais vous voyez, je pense pas qu'il y a une réelle opportunité d'un point de vue trading sur euro-yen. Honnêtement, sur l'euro UD, l'euro NZD, l'euro dollar, ça me semble beaucoup plus intéressant. Voilà, donc je réponds aux dernières questions. Le Nasdaq a quand même cassé son oblique haussière hier. Oui, maintenant, écoutez, moi je trouve au vu du momentum haussier, c'est compliqué de shorter le Nasdaq. Honnêtement, ça me semble beaucoup trop risqué. Tant qu'on n'a pas des signaux baissiers majeurs, c'est shorter le Nasdaq, c'est clairement du suicide, je pense, hein. Donc, alors l'oblique que vous parlez, c'est probablement celle-là, je suppose. Oui, d'accord, mais on a aussi celle-là, vous voyez. Nous avons celle-là qui n'a pas été cassée. On peut en trouver des tas des obliques. Moi, ce que je vois, c'est statistiquement sur les 3 dernières années, il y a probablement des obliques haussières qui ont été dépassées. Et pourtant, lorsqu'on a eu des séances de baisse consécutives, on a eu généralement un rebond. Pas tout le temps, mais généralement, la plupart du temps, on a eu un rebond. Donc je privilégie plutôt cette statistique, plutôt le fait qu'on ait cassé une oblique et que donc on va avoir un retracement plus important. Obligataire qui tenait depuis au moins 4 mois. Oui, c'est vrai, mais bon. Regardez par exemple celle-ci, hein. Regardez. 4 juillet 2017. Vous voyez qu'elle a été cassée à ce moment-là. Ça avait contenu le flash crash, ça n'avait pas contenu la baisse du 3 avril. Donc voilà. Et pourtant, juin 2017, avril 2018, ça fait un peu plus de 4 mois, vous voyez. Donc voilà. Pour moi, c'est pas parce qu'on a cette cassure, cette oblique qu'on va avoir un retracement à 7000. Je n'envisage pas du tout de retracement à 7000, personnellement. Vous voyez, en tout cas, on était sur bande de Bollinger et sur stochastique, on est dans une phase d'excès. Mais est-ce que il faut shorter parce que stochastique se croise au-dessus de 80 alors qu'on est dans une tendance? Vous voyez que finalement les shorts dans ce contexte ont une opportunité clairement limitée. C'est le moins qu'on puisse dire. Au contraire, finalement, les croisements ici également, sont plutôt des opportunités d'achat. Vous voyez, par exemple, ici, signal haussier, la bande qui croise sa moyenne mobile à 5 périodes, bande qui croise sa moyenne mobile à 5 périodes, bande qui croise sa moyenne mobile à 5 périodes. Et on fait l'équivalent sur le prix, vous voyez, on avait quand même des signaux haussiers assez pertinents. Donc voilà. Ce qu'il faut attendre sur Nasdaq finalement, c'est la fin du pullback, ce qui est normal, hein, c'est une phase de respiration, il n'y a rien d'inquiétant là-dedans, hein. Il n'y a rien d'inquiétant pour le moment, ce n'est que 2 séances de baisse, hein. Mais dès qu'on aura donc cette courbe qui va croiser la hausse, sa moyenne mobile à 5 périodes, on aura techniquement un signal d'achat. Voilà, donc vous savez, on peut même faire ici, donc objet, mode alerte, on va le mettre ensemble comme ça, j'aurai une annonce. Donc, pente de Bollinger, croisement à la hausse parce qu'on attend un clôture. Si on était juste supérieur, dès qu'il y aura un tick au-dessus, si des mouvements intraday, dès qu'il y aura un simple mouvement au-dessus de la période à 5 de la moyenne mobile à 5 périodes, pardon, vous allez avoir une alerte. Donc moi ce que je veux, c'est clairement une clôture au-dessus de la moyenne mobile. Donc on va mettre croisement à la hausse de cette moyenne mobile 5, période en cours, exactement. Et donc on va créer l'alerte. Voilà. Donc nous aurons une alerte. Nous aurons une alerte. Euro-yen n'est pas en tendance baissière. Si, dans le fond, Frédéric, l'euro-yen est dans une tendance baissière. Maintenant, je trouve qu'il n'y a pas réellement d'opportunité sur le moyen terme, étant donné que l'euro et le yen sont deux devises, donc j'ai des perspectives particulièrement bullish. Honnêtement, je trouve que sur l'euro ou sur le yen, ça s'achète ces deux devises, mais plutôt face à l'AUD, le NZD ou le dollar. Pas entre eux deux. C'est encore du temps pour faire une analyse sur le brut en UT 1 heure et UT 15, bien évidemment. Alors je pense que je vais commencer, Didier, à faire des analyses 1 heure et 15, puisqu'on m'en demande de plus en plus, hein, depuis le début de la semaine. Donc, hop, pétrole. Vous voyez les signaux baissiers qu'on a eu, stochastique, et ce signal est ici également.
clairement pertinent, hein, ces deux. En plus sous résistance, avec comme je vous l'ai dit c'est pseudo shooting ça, alors pas sur le brut, mais sur le Brent, oui. Donc voilà, on va se mettre sur du 1 heure. Sur du 1 heure, on a un rebond, vous voyez, depuis hier. On a un rebond depuis hier soir, hein, finalement. Bon, quand on a le problème des oscillateurs en intraday, c'est que dès qu'on a une hausse de la volatilité qui a été réalisée par une annonce macroéconomique, comme ce fut le cas, vous voyez ici, on a tout le calcul qui est biaisé. Pour ça qu'intraday, trader les oscillateurs en intraday, c'est beaucoup plus compliqué après une annonce. Je dis bien, c'est pas impossible, hein. Loin de là, c'est clairement pertinent les stochastiques ou les oscillateurs en intraday. Mais juste après une annonce, ça biaise un petit peu le calcul en fait. Donc voilà, faut simplement en être conscient. Ça perd clairement en pertinence. Donc là, on a un rebond. On a un rebond. Nous avons un rebond depuis, vous voyez, seuil de retracement de 61,8 à peu près, entre 61,8 et 50. Donc là, clairement, il faut chercher des opportunités vendeuses, hein. Pour viser quoi? La moyenne mobile à 200 périodes qui me semble est à 66 $. 66 $, moyenne mobile à 200 jours, pardon, pas 200 périodes, 200 jours. Donc si on a un retour, vous voyez, par exemple à 68,42, eh bien, ça serait une opportunité pour shorter le pétrole. Voilà, donc est-ce que j'ai une perspective intraday? La réponse est non, pas vraiment. Honnêtement, voilà, il est haussier ce pétrole à court terme. Maintenant, est-ce que je vais vous donner une stratégie en intraday? Non. Non, parce que je n'ai pas de signaux qui me sont pertinents. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de conviction. Et donc, je pense avoir répondu à toutes les questions. Je refais un tour rapidement. Oui, voilà, c'est bon. Donc, j'ai répondu à toutes les questions. Donc, voilà, vous avez mon ressenti, hein. Je l'ai répété à plusieurs reprises pendant ce point de marché. C'est clairement le même, en fait, depuis le début de la semaine, depuis, en fait, tout le mois d'août, hein. Enfin, tout le mois d'août. Non, peut-être pas tout le mois d'août parce que ça a changé avec l'euro. L'euro, je suis haussier depuis la fin août. Mais voilà, concrètement, AUD, NZD, vous le savez, je suis baissier. À court terme, de plus en plus sur le dollar. Et donc, forcément, bullish sur l'euro. Ce qu'il faut surveiller sur l'euro, également, vous le savez, c'est ce spread Italie-Espagne qui ne cesse de reculer depuis le début de la semaine. Bon, il rebondit ce matin, il faut regarder pourquoi, il y a dû avoir une annonce, parce qu'il rebondit quand même de façon assez importante, hein, 10 points de base en plus. Concrètement, il retrace sa journée de mercredi. Donc, il a dû avoir une annonce pendant le début de ce point de marché, parce que si on regarde en horaire, ça s'est fait, vous voyez, ça s'est fait là, juste avant le point de marché. Donc, il a dû avoir quelque chose concernant l'Italie. Bon, rien d'inquiétant. Encore une fois, tant que ce spread se situe sous les 300 points de base, il y a un potentiel haussier sur l'euro. Maintenant, si ce spread dépasse à l'hausse les 300 points de base, l'euro sera clairement en danger. L'euro sera clairement en danger. Voilà, mais tant qu'il se situe en dessous, et bien la perspective là, elle est clairement baissière en fait jusqu'en bas, en bas de ce range. En bas de ce range qui est à 200, 220, voilà, 210, 220 points de base. Là, on est à 265, on a encore une perspective baissière. Bonjour, pensez-vous qu'on peut avoir une action de la BCE pour les indices européens? Alors, pas aujourd'hui. BCE, il n'y a pas de rendez-vous aujourd'hui, hein. Le prochain meeting de la BCE, il me semble, c'est la semaine prochaine, me semble. Le calendrier des banques centrales. 14, pardon, septembre, 13. Donc c'est bien la semaine prochaine avec la BOE finalement. BCE BOE la semaine prochaine. Est-ce qu'on aurait une action qui va faire remonter les indices? Je ne pense pas, hein. Là, le focus majeur, qu'est-ce qui impacte le plus les marchés actions européens? Le plus important, c'est les marchés émergents. Si les marchés émergents sont sous pression, les indices européens seront sous pression. On voit la corrélation qui est beaucoup plus positive entre les marchés émergents et les indices européens que le spread Italie-Allemagne et les indices européens. Donc, le premier facteur à surveiller pour les marchés européens, c'est les marchés émergents. Numéro 2, le spread Italie-Allemagne. Voilà.
Et la BCE, les chiffres macroéconomiques viennent en fond finalement. C'est le troisième plan. Voilà, donc écoutez, merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Vous retrouverez Yoav Nizar dans une demi-heure et également pour son webinaire spécial NFP. Et voilà, écoutez, je vous dis à lundi. Je vous souhaite un excellent week-end et soyez prudents avec le rapport de l'emploi américain.